Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. On est parti dans le podcast sur le trauma bonding, on va aller regarder vraiment la version longue, on va l'approfondir. Ok, c'est parti les amis. Il existe une expérience relationnelle que beaucoup de personnes vivent sans réussir à la nommer. Une relation qui commence souvent par une connexion intense, presque évidente, comme si tout prenait sens d'un coup. La présence de l'autre semble apaiser quelque chose de profond, donner une sensation rare d'être enfin vu, compris, choisi. Puis progressivement, quelque chose change. La relation devient instable, la proximité alterne avec la distance, la chaleur avec le froid, les promesses avec les silences. Pourtant, au lieu de s'éloigner, l'attachement devient plus fort. C'est précisément là que commence ce que la psychologie appelle le trauma bonding. Le trauma bonding n'est pas un amour intense ni une connexion spirituelle particulière. C'est un mécanisme d'attachement créé par une alternance répétée entre douleur émotionnelle et soulagement. Le cerveau humain apprend par association. Lorsqu'une même personne devient à la fois la source de la souffrance et celle qui apaise cette souffrance, le système nerveux crée un lien extrêmement puissant. Ce lien ne repose pas sur la sécurité, mais sur le contraste émotionnel. Au début, la relation active une forte libération de dopamine et d'ocytocine, les hormones liées au plaisir et à l'attachement. Puis viennent les périodes de retrait, d'incertitude ou de confusion, qui activent le stress et le cortisol. Lorsque la personne revient ensuite avec de l'attention ou de l'affection, le soulagement ressenti est si intense que le cerveau l'interprète comme une preuve d'amour. Progressivement, ce n'est plus la relation qui attache, mais le soulagement après la douleur. C'est pour cette raison que quitter ce type de relation semble presque impossible, même lorsque la lucidité apparaît. Beaucoup de personnes se jugent sévèrement à ce moment-là, pensant manquer de volonté ou de force. En réalité, elles traversent un véritable sevrage neurologique. Le manque ressenti, les pensées obsessionnelles, l'idéalisation du début de la relation ne sont pas des signes d'amour profond, mais les conséquences d'un conditionnement émotionnel. Le cerveau cherche simplement à retrouver l'état de soulagement auquel il a été habitué. Ce mécanisme s'ancre souvent dans des blessures d'attachement plus anciennes. La relation ne crée pas la blessure, elle la réactive. Une peur d'abandon, un besoin de validation ou une hypervigilance émotionnelle peut être réveillée inconsciemment, donnant l'impression que la relation est essentielle à la survie émotionnelle. La personne ne lutte alors plus seulement pour la relation actuelle, mais pour réparer quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est aussi pour cela que la phase de lucidité est si douloureuse. Une partie de soi comprend les incohérences, reconnaît les cycles répétitifs et voit les promesses non tenues, tandis qu'une autre partie reste profondément attachée. Cette contradiction intérieure crée une grande culpabilité. Pourtant, comprendre le trauma bonding permet souvent une première réparation intérieure essentielle. Réaliser que rester n'est pas une faiblesse, mais une tentative du système nerveux de maintenir un équilibre face à une instabilité émotionnelle. Lorsque la personne commence réellement à vouloir sortir du trauma bonding, un nouveau travail commence. Il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais de déconditionner le système nerveux. Les moments de manque, les envies soudaines de reprendre contact ou la nostalgie intense doivent être reconnus pour ce qu'ils sont, des activations corporelles automatiques et non un signe que la relation était juste. Apprendre à différencier le manque de la sécurité devient une étape centrale. Beaucoup découvrent alors que ce qui leur manque n'est pas la personne, mais l'intensité émotionnelle qu'elle provoquait. La guérison passe également par l'acceptation d'une absence de fermeture. Dans les relations basées sur le trauma bonding, il n'y a souvent pas d'explication satisfaisante ni de conclusion claire. Chercher une dernière conversation ou une compréhension parfaite maintient parfois le lien actif. La véritable fermeture devient alors intérieure. Reconnaître ce qui a été vécu, honorer ce qui était réel émotionnellement, puis reprendre progressivement son énergie psychique. À ce moment apparaît une question plus profonde encore. Qui suis-je sans cette intensité ? Car ces relations occupent souvent une grande place identitaire. Se reconstruire signifie redécouvrir une stabilité émotionnelle, parfois inconnue. Apprendre une forme d'amour plus calme, moins spectaculaire, mais profondément sécurisante. Et c'est précisément ici que s'ouvre naturellement la suite du cheminement. Comprendre le trauma bonding amène presque toujours une nouvelle interrogation. Pourquoi certaines personnes semblent-elles particulièrement vulnérables à ce type de lien ? Pourquoi certaines relations deviennent-elles une dépendance émotionnelle alors que d'autres non ? La réponse mène directement vers le prochain chapitre, la dépendance affective, non comme une faiblesse personnelle, mais comme une stratégie d'adaptation construite au fil de l'histoire émotionnelle. Ainsi, le trauma bonding n'est pas seulement la fin d'une relation difficile,
Il devient souvent le début d'une compréhension beaucoup plus profonde de soi-même, de ses mécanismes d'attachement et de la manière dont l'amour peut enfin cesser d'être confondu avec la survie. Voilà les amis, j'espère que ce podcast pourra vous aider. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.